Il y a quelque chose qu'on préfère ne pas regarder en face, pas parce que c'est caché, mais parce que, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Imaginez un couloir étroit, une porte entr'ouverte, un silence lourd et un chien. Il est concentré, calme, son corps est tendu vers l'avant. Il attend un ordre, puis l'ordre arrive et il y va, sans hésiter, sans ralentir, sans comprendre, parce qu'il ne peut pas comprendre, il ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais surtout, il ne sait pas ce que ça pourrait lui coûter. Et nous, si. C'est ça, le point de rupture. Pas la violence, pas le danger, le fait que nous savons et que lui ne sait pas. On appelle ça une équipe. On parle de lien, de confiance, parfois même de fraternité. Mais ces mots ne résistent pas longtemps quand on les regarde de près, parce que dans cette relation, il manque quelque chose d'essentiel. Le choix. Un humain engagé dans une opération sait. Il sait qu'il peut être blessé. Il sait qu'il peut mourir. Il avance avec cette information. Un chien, non. Il avance dans un monde où la mort n'existe pas comme idée. Il peut ressentir la peur. Oui. Il peut fuir un danger immédiat. Ouais. Mais imaginer sa propre disparition, se projeter dans un futur où il n'est plus là, rien ne permet d'affirmer qu'il en est capable. Alors quand il avance, ce n'est pas un choix, c'est une réponse construite. Année après année, on lui apprend à obéir, à suivre, à entrer, à ne pas reculer. On renforce cette obéissance, on la récompense, on la solidifie, jusqu'à ce qu'elle devienne totale, irréversible. Et c'est cette mécanique qu'on appelle ensuite du courage. Mais si on enlève les mots, il reste autre chose, un être vivant qui avance là où on lui dit d'aller, sans jamais avoir eu la possibilité de dire non. Dans certaines opérations, le chien est envoyé en premier, toujours en premier, parce qu'il est rapide, parce qu'il est efficace, parce qu'il détecte mieux que nous, et aussi parce que s'il y a un danger, ce sera lui qui le rencontrera, avant nous. Ce point-là, on en parle très peu, et pourtant, il est central. Le chien n'est pas seulement utile, il est exposé délibérément, et cette exposition est décidée, toujours par un humain, toujours en connaissance de cause. Il y a des chiens qui meurent en service, pas tous les jours, mais régulièrement, des tirs, des explosions, des blessures, et après, on parle d'eux, on leur rend hommage, on évoque leur loyauté, leur courage, mais on évite une question, une seule. Est-ce qu'ils savaient? La réponse aujourd'hui tend vers non. Et si la réponse est non, alors tout change, parce que ça veut dire que le sacrifice n'existe pas. Pas pour eux, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. En France, les lois ont évolué, les animaux sont reconnus comme sensibles, la société les protège davantage, elle condamne la maltraitance, elle encadre, mais cette évolution s'arrête à un endroit précis, là où l'animal devient un outil. Police, armée, chasse. Dans ces zones, les règles changent ou disparaissent. Il n'existe pas toujours d'obligation claire de se poser la question. Devait-on vraiment envoyer cet animal? Existe-t-il une alternative? Le risque est-il justifiable? Ces questions ne sont pas systématiquement imposées. Elles dépendent des contextes, des doctrines, des habitudes, pas d'un principe absolu. Et c'est ça, le vide. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines situations, il est possible d'exposer un animal à la mort sans avoir à justifier formellement ce choix. Pendant ce temps, le monde change. Des machines apparaissent, des drones capables d'entrer là où c'est dangereux, des robots capables d'explorer. Ils ne ressentent rien, ils ne souffrent pas, ils ne font pas confiance. Ils exécutent. Ils peuvent être détruits sans poser de questions morales. Ils ne remplacent pas encore tout, mais ils existent. Et leur existence change le problème. Parce qu'à partir du moment où une alternative existe, ne pas l'utiliser devient une décision. Et une décision engage une responsabilité. Alors la question devient plus lourde. Pourquoi continuer à envoyer un être vivant qui ne comprend pas alors qu'une machine pourrait prendre ce risque? Il n'y a pas de réponse simple. Il y a des contraintes, des réalités opérationnelles, des limites techniques. Mais il y a aussi un angle mort éthique. On parle souvent de progrès, mais le progrès ne se mesure pas à ce qu'on est capable de faire. Il se mesure à ce qu'on décide de ne plus faire. Et aujourd'hui, nous sommes à ce point précis. Pas encore dans l'interdiction, mais peut-être au début d'une limite. Parce qu'au fond, tout repose sur une idée très simple, la confiance. Le chien nous fait confiance, totalement, sans réserve, sans condition, et cette confiance, il ne l'a pas choisie.
On l'a construite, renforcée, rendue indiscutable, jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Et c'est précisément cette perfection qui rend la situation dérangeante, parce qu'elle nous donne un pouvoir total. Décider où il va, décider ce qu'il fait, décider du moment où il entre dans le danger. Et lui ne peut jamais refuser. Alors la vraie question n'est pas technique, elle est morale. Que fait-on d'un être vivant qui nous fait une confiance absolue alors qu'on sait qu'on peut l'envoyer mourir? Est-ce qu'on continue comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'on commence à poser une limite, pas une interdiction totale, mais une ligne claire au-delà de laquelle on n'envoie plus un animal parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne choisit pas? Et surtout parce qu'il nous fait confiance. Et une confiance absolue devrait imposer une responsabilité absolue. Aujourd'hui, cette responsabilité n'est pas clairement écrite, pas partout, pas toujours. Et tant qu'elle ne l'est pas, l'image restera la même, un chien dans un couloir sombre qui avance, sans savoir que nous, on connaissait les risques possibles, et peut-être que le véritable basculement n'est pas là où on le croit. Ce n'est pas dans le couloir, ni dans la porte, ni même dans le danger. Il est en nous, dans cet instant très précis où savoir ne suffit plus, parce que savoir oblige, voir oblige, comprendre oblige. On aime penser que la responsabilité commence avec l'action, mais en réalité, elle commence bien avant, elle commence au moment où l'on accepte de ne plus détourner le regard. Car à partir de là, ce n'est plus une habitude, ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus un simple héritage, c'est un choix, et un choix ne peut plus se cacher derrière le silence. Alors, la question n'est plus seulement est-ce qu'on peut continuer, mais plutôt qu'est-ce que ça dit de nous si on continue? Parce qu'au fond, ce que révèle cette scène n'est pas seulement la place de l'animal, elle révèle la nôtre, notre manière d'utiliser, notre manière de justifier, notre manière de tracer la frontière entre ce qui compte et ce qu'on accepte de sacrifier. Et peut-être que cette frontière n'est pas fixe, peut-être qu'elle bouge, avec le temps, avec la conscience, avec le courage le vrai, celui qui ne consiste pas à avancer dans le danger, mais à refuser d'y envoyer ceux qui ne peuvent pas dire non. Alors oui, le chien avance toujours dans le couloir, mais désormais, il y a autre chose avec lui, pas une caméra, pas un ordre, un regard, le nôtre, et ce regard, une fois qu'il est éveillé, ne referme plus jamais la porte.